Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour 1 heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale École d'ingénieurs en Afrique, notre dossier du jour sera consacré à l'École nationale supérieure polytechnique, l'excellence au service du développement au Cameroun. Au sommaire également, c'est enfin une réalité, les patrouilles militaires mixtes de l'armée malienne et des ex-combattants des groupes armés du nord du Mali sont effectives depuis ce jeudi 23 février. Cet événement marque une avancée dans la mise en œuvre des accords entre l'État malien et les protagonistes de la crise. L'intégration africaine de la jeunesse, c'est le thème d'une conférence débat animée jeudi 23 février au Tchad. Selon les panélistes, cette intégration doit commencer par une prise de conscience de ces derniers. Pour cela, ils doivent être actifs dans le débat politique et social. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Parfait Nangmo qui est ingénieur. Bonjour. Bienvenue également à Franck Thiongem qui est doctorant en mécanique. Bonsoir. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Jean-François Akambi. Bonsoir Dira, bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Tout de suite, l'info du jour. Première patrouille mixte à Gao, un pas vers la paix au Mali. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège du mécanisme opérationnel de coordination chargé d'organiser ces patrouilles en périphérie de Gao. La formation de ces patrouilles mixtes fait suite à un accord signé, rappelons-le, en mai-juin 2015 et vise notamment à isoler définitivement l'ex-rébellion des djihadistes. On fait le point tout de suite avec Clément Joël Soala. Après plusieurs reports, l'armée malienne et les groupements armés constituant l'ex-rébellion au nord du Mali ont entamé leur première patrouille le 23 février à Gao sous la coordination de la MINUSMA, la mission de l'ONU. L'objectif est de sécuriser le nord du pays, d'isoler définitivement l'ex-rébellion des djihadistes et fixer les jalons de la configuration d'une nouvelle armée unitaire malienne. C'était l'occasion pour nous de rappeler aux combattants et aux militaires du MOC l'importance des patrouilles mixtes dans le processus de paix, notamment la participation à la sécurisation de la ville de Gao, la contribution à instaurer un sentiment de sécurité auprès des populations. Pour une meilleure coordination de ces patrouilles mixtes, les soldats qui les composent ont été cantonnés 3 mois durant au siège du mécanisme opérationnel de coordination MOC basé à Gao. La seconde étape du processus est l'élargissement de ces patrouilles à d'autres villes du Nord Mali. C'est le plus grand jour pour la réussite de la paix et pour le Mali en général et pour le nord du Mali en particulier. Ces patrouilles mixtes sont le fruit d'un accord signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement malien, les groupes membres de la plateforme qui reconnaissent l'autorité du pouvoir de Bamako et l'ex-rébellion réunie autour de la coordination des mouvements de l'Azawad. La MINUSMA et l'opération française Barkhane présente dans la zone restent en avant-garde pour accompagner ce processus. Alors Jean-François, cette patrouille mixte a finalement pris du retard mais est aujourd'hui effective depuis ce jeudi. Qu'est-ce qui finalement a décanté la situation ? Alors, c'est une initiative qui a pris du retard d'abord, comme l'ensemble de l'accord. La mise en œuvre de l'accord a pris beaucoup de retard, notamment ce qui devait commencer notamment par ce qu'on appelle l'opérationnalisation de la régionalisation. C'est un retard qui n'est somme toute pas très important. Il y a un pari ici qu'il faudra attendre pour voir si le pari est réussi, qui consiste en réalité, parmi les forces qui étaient les forces rebelles dans leur ensemble du Nord et qui avaient des revendications, à travailler avec certains de ces rebelles. Il s'agit des rebelles qui avaient des revendications politiques manifestement et à isoler d'autres rebelles qui étaient considérés comme des brigands, notamment des terroristes. C'est un pari risqué, mais c'est un pari dont il faudra suivre avec attention par rapport à d'autres situations en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que ces rebelles-là n'ont pas la prétention de demander le partage du pouvoir au niveau de l'État, ce qui est souvent le cas, donc la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Ils souhaitent simplement participer à l'armée et à la sécurisation du Nord. Mais ce qui est compliqué ici, c'est cette mixité des patrouilles. Oui. Qu'est-ce qui finalement va garantir le succès de leur mission quand on voit par exemple que cette mixité a déjà posé problème ?
Vous parlez de la mixité sociale Non, mixité au niveau des armées. Ce sont des anciens rebelles qu'on mélange avec des soldats de l'armée malienne. Déjà, ce contexte compliqué peut rendre la situation un peu C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un pari. Parce qu'il n'est pas évident que des forces qui se sont affrontées dans le passé, et dans un passé très très récent, et qui étaient même sont encore prêts à en découdre, puissent s'entendre parfaitement. Je pense que la formation qu'ils ont obtenue, qu'ils ont reçue pendant 3 mois était destinée précisément à créer une forme de cohésion dans le groupe, mais ceci ne suffit pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui se jouera autour du sentiment presque national, de la vocation nationale. Lorsqu'on est rebelle, on se bat pour un chef, on se bat éventuellement pour une région, pour une ethnie, et aujourd'hui, le rôle qui leur est confié est un rôle de défense de l'intégrité de l'État, et non plus des revendications qu'on entendait des rebelles hier, celui de la sécession et celui de la dislocation de l'État. Mais pour ce faire, il faut des moyens, Jean-François. Aujourd'hui, les moyens ont été pointés du doigt, on parle de manque d'équipement, tout simplement, de cette patrouille mixte qui a été mise en place. Est-ce que, pour faire face à cette menace terroriste, ces patrouilles sont réellement prêtes ? Je n'en sais rien. Je pense qu'ils ne seront pas prêts. Ne serait-ce qu'opérationnellement, ce que vous avez soulevé tout à l'heure pose des difficultés en termes de commandement. Et ces difficultés en termes de commandement ne vont pas, de la chaîne de commandement, ne vont pas être résolues du jour au lendemain. Mais il ne faut pas oublier que c'est un dispositif qui ne va pas opérer seul. Les forces de la MINUSMA demeurent, les forces françaises demeurent dans la zone, et donc c'est un peu une forme de sécurisation sur la sécurisation, de la sécurisation qui est en train de s'opérer dans le nord du Mali. Expérience à suivre. Monsieur Ndongo, au vu de la situation, de contexte sécuritaire un peu complexe au nord du Mali, est-ce que vous pensez que ce type de patrouille mixte qui est mise en place peut apporter une solution à cette crise au nord Mali? Moi, j'aborderais ce phénomène sous l'angle de la population. Je ne veux pas regarder ce phénomène comme une satisfaction des volontés politiques pour maintenir l'intégrité de l'État. Voyez-vous, la guerre, ça mine des populations, ça tue des hommes. Je pense que le ralliement ou bien la main que les militaires tendent aux rebelles pour faire cette mixité donne déjà un sentiment de conscience, de dialogue. Et ça rassure les populations. Même si c'est pour 2 jours, 3 jours, au moins on aura évité que des vies sont tombées. Donc, les populations de Gao se sentent en sécurité avec justement cette mixité des forces maliennes, des rebelles et des Français. Monsieur Thioghem, est-ce que vous pensez que cette patrouille, cette future patrouille mixte qui est actuellement mise en place au Mali est suffisante, en tout cas au vu du contexte sécuritaire compliqué au Mali? Peut-être qu'elle n'est pas suffisante, mais je pense que c'est une bonne chose que les enfants du même pays décident, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour essayer de défendre leurs frontières face, n'est-ce pas, à ces attaques qui sont de plus en plus répétées. Je pense que c'est une bonne chose et, à mon avis, des mixités du même type, voire même, pourquoi ne pas imaginer, n'est-ce pas, que des pays viennent également leur donner un coup de main avec des forces armées pour pouvoir mettre, je dirais, hors d'état de nuire ces djihadistes qui empêchent, n'est-ce pas, que les peuples au moins se mettent à penser pour le développement de leur pays. Jean-François, pour compléter, en quelques mots. Oui, juste en quelques mots pour dire que j'ai une interrogation qui n'est pas une réserve, mais presque, qui tient en fait à ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire au comportement de ces troupes par le passé. Est-ce qu'il y a des criminels de guerre entre eux? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire celui du règne de la justice? Et donc c'est une opération qui est intéressante à observer, pourvu que les victimes, parce qu'après tout, ce sont les victimes, le point de vue des victimes compte aussi, pourvu que les victimes ne perdent pas au change. On va parler à présent de l'intégration africaine de la jeunesse qui préoccupe de plus en plus les organisations panafricaines. À N'Djamena, la capitale tchadienne, une conférence débat a été organisée ce jeudi 23 février par l'Union panafricaine de la jeunesse et par d'éminentes personnalités politiques afin d'évoquer bien sûr la problématique de la représentativité des jeunes dans les instances politiques et institutionnelles. Les précisions dans ce reportage de Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Commentaire Ibrahima Adjoumaba.
L'intégration africaine de la jeunesse, c'est le thème d'une conférence débat animée jeudi 23 février à N'Djamena par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyoumba, et l'ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou. Selon les panélistes, l'intégration africaine des jeunes doit commencer par une prise de conscience de ces derniers dans leur pays et leurs régions respectives. Pour cela, ils doivent être actifs dans le débat politique et social. Qu'il soit au niveau des partis politiques, qu'il soit au niveau, à tous les niveaux, il revient aux jeunes de demander à leurs partis politiques, de dire voilà que nous ne pouvons pas continuer à être derrière vous en train de chanter. Cette fois-ci, nous voulons aussi participer dans la gouvernance. Les participants à la conférence sont satisfaits du débat et estiment que les réponses apportées aux préoccupations relatives à l'intégration africaine des jeunes sont pertinentes. Les panélistes ont répondu de manière très concise. Les débordements étaient suite à l'engouement, je pense, des questions, notamment les questions politiques. Et je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce débat. Cette problématique de l'intégration de la jeunesse, qui est une problématique qui entraîne des questions politiques, des questions d'emploi, des questions de politique économique structurelle. Rappelons que la conférence débat sur l'intégration africaine de la jeunesse est organisée en prélude du Salon international de l'étudiant africain qui se déroule jusqu'au 25 février 2017 à N'Djamena, la capitale du Tchad. Monsieur Thiogem, on a de la chance d'avoir des jeunes gens autour de ce plateau. Je vais en profiter pour vous demander ce que vous pensez autour de cette représentativité des jeunes. Est-ce que vous vous sentez concerné autour du débat politique, en l'occurrence pour l'instant camerounais, puisque vous êtes d'origine camerounaise? En effet, lorsqu'on sait que la jeunesse compte, on va dire les moins de 25 ans, compte au moins 60% de la population africaine actuellement, notamment en Afrique au sud du Sahara, je pense que c'est des initiatives qui doivent être encouragées pour que les jeunes s'imprègnent davantage de l'action politique et qu'ils prennent, n'est-ce pas, conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans le développement de notre continent. Donc je pense que c'est des initiatives qui doivent être encouragées et bien évidemment, je ne peux qu'encourager. Mais est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que ça vous intéresse, toutes ces politiques, toutes ces questions autour de la jeunesse? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Naturellement, je pense que les jeunes sont intéressés, mais seulement, parfois on a l'impression qu'en fait le politique, l'administrateur ne porte pas le même regard sur les projets jeunes que nous. Et étant donné que c'est lui qui a le pouvoir de la décision, on se sent un petit peu lésé et après on préfère le laisser, n'est-ce pas, pour les gérer. Mais je pense qu'il est important également que nos politiques comprennent que la jeunesse a besoin qu'on lui tienne la main pour, n'est-ce pas, l'imprégner dans les problèmes courants et actuels. Monsieur Nangmo, est-ce que vous vous sentez personnellement concerné, impliqué et surtout écouté au niveau du débat politique camerounais et même africain, tout simplement? Tout à fait, Diarra. Quand j'entends nos dirigeants politiques et administrateurs qui ne cessent de répéter depuis une dizaine d'années, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Ce sont des dirigeants, ce sont eux qui ont le pouvoir de décision. Mais quand ces jeunes-là ont de belles initiatives, comme l'a dit tout à l'heure mon camarade, est-ce qu'ils sont écoutés? Je vous laisse répondre. Moi, personnellement, actuellement, il y a un débat au Cameroun sur les populations anglophones. On se sent concerné. On est au Cameroun, mais on ne vit pas que les populations francophones. On a travaillé avec nos amis qui sont anglophones. Mais là, quand on suit les exactions qu'il y a dans ces régions, on se demande, mais est-ce que le gouvernement écoute ces jeunes-là qui ne veulent qu'exceller, qui ne veulent que montrer qu'ils sont... Comment vous imaginez cette participation? Comment vous imaginez intégrer ne serait-ce que ces instances de décision? Où est votre place? Ma place déjà, c'est de dire à l'État que nous sommes au courant de ce qui se passe et on aimerait que ça change. Comment est-ce que ça doit changer? On met en place des institutions qui portent très haut la parole des jeunes que nous sommes, via des réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas des organisations très répandues, très écoutées. Mais laissez-moi vous dire qu'à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises en place et on espère que nos dirigeants prêteront une oreille forte. Jean-François, qu'est-ce que vous pensez de cette représentativité, il faut le dire, qui est en tout cas minime autour de cette jeunesse africaine? Est-ce qu'elle est réellement écoutée?
Mais je pense qu'elle est nécessaire, cette mobilisation et puis cette transformation sociale est nécessaire. C'est un peu l'enjeu de mettre les actes en rapport avec la parole, en cohérence avec la parole que nos hommes politiques portent depuis des décennies. Je pense qu'il y a des problèmes structurels. Il ne suffit pas, évidemment pas, de congrès comme ce congrès-là. Il faut des réformes d'ordre structurel, y compris d'ordre mental. Aujourd'hui, le problème politique chez nous, il est d'abord un problème d'enracinement des vieux. On n'écoute pas assez les jeunes. On ne veut pas les entendre, alors c'est encore pire. C'est pas seulement ça. Regardez par exemple tous les débats que nous avons sur le 3e mandat. On arrive au pouvoir, on veut y mourir. Quand on est dans un parti politique qu'on a fondé, on ne veut pas céder la place, le membre fondateur restera jusqu'au bout. Quand vous avez une équipe politique autour, cette équipe politique a en moyenne d'âge autour de 50-60 ans. Les jeunes y participent, évidemment on fait appel aux jeunes, comme quoi? Comme colleur d'affiches, comme animateur ben voilà, donc comme animateur de choses. Et c'est pas là. Il s'agit là aussi, comme dans le reste de la société, de préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est intégrer dans les structures à des niveaux où on peut décider, où on peut participer à la décision. Et tant que nos hommes politiques, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, etc., qui organisent ce genre de manifestations-là, vous disent « moi, la Constitution ne dit pas exactement ça, mais je pense qu'il faut quand même bien lire, j'ai droit à un 4e mandat », c'est un acte. C'est un acte qui est contraire à ce qui est professé là. Et moi, je le souhaite de tout mon cœur, mais pour cela, il faut prendre le taureau par les cornes et puis commencer par faire bouger les lignes dans la tête de nos dirigeants. Beaucoup de choses encore à faire. On va néanmoins marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.